Vous avez une super idée dans la tête, mais vous ne savez pas comment la structurer, la présenter ou la valoriser? Eh bien, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécial de préparation au festival Qui ose. Aujourd'hui, l'objectif, il est simple, c'est vous donner toutes les clés pour construire le meilleur dossier innovation possible. Allez, j'en dis pas plus, générique, et on se retrouve en plateau. Et j'ai la chance d'être accompagné par Laurence Beretta de la Fabrique Industrielle, coordinatrice de la Fabrique Industrielle. Bonjour, bonjour Bastien. Et par François-Xavier Ratnam, qui est responsable de la Fabrique Numérique. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Nous allons ensemble donner aux collaborateurs de GRDF toutes les clés pour construire un bon dossier innovation. Et comment, me direz-vous? Bien sûr. Eh bien, en livrant une méthodologie claire pour comprendre et connaître tous les critères qui vont métamorphoser votre idée dans votre tête en une véritable innovation qui sera convaincante et compréhensible pour vos collègues et l'ensemble du groupe. On attaque tout de suite avec le premier thème de la journée, comment passer d'une idée dans votre tête à une véritable innovation. Alors des idées, on en a tous des dizaines par semaine. Justement, Laurence, je me tourne vers vous. Comment on fait le tri dans toutes ces idées? Alors pour faire un tri dans toutes ces idées, dès le départ, un besoin, on remarque une problématique sur un chantier, sur une situation. Et à partir de là, naît l'idée et va se construire tout un processus qui va améliorer la problématique qu'on a identifiée et on va la faire partager. Bien entendu, une idée, il faut qu'elle soit en lien avec le projet d'entreprise, ça c'est évident. Il faut aussi qu'elle soit partagée, qu'on puisse la dupliquer sur d'autres métiers, par exemple, d'autres services, et puis qu'elle nous amène véritablement une valeur ajoutée. Bien sûr. En fait, une bonne idée, c'est une idée qui va forcément nous apporter un plus au quotidien, sur notre lieu de travail, n'est-ce pas François-Xavier? Exactement. En fait, il y a différents types de gains, différents types de valeurs apportées à l'entreprise, à ses collègues, à son quotidien. Il n'y a pas uniquement le côté financier auquel on pense systématiquement, mais on a travaillé sur une grille de valeurs justement où on peut penser à la sécurité, à la traçabilité, au temps gagné, enfin au coût évité. Comment fait-on justement pour définir son idée? Vous avez un tout petit peu répondu à cette question. Est-ce qu'il faut l'écrire? Est-ce qu'il faut faire des tableaux? En fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut coucher son idée sur le papier? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas s'abstenir de solliciter les référents innovation, qui sont de bons relais et qui vont vous aider à mettre en place et à coucher sur papier, je dirais, votre idée. On peut aussi, nous, la Fabrique, tu l'as dit, François-Xavier, les accompagner pour rédiger, par exemple, un cahier des charges, pour créer un prototypage, qu'il soit numérique ou qu'il soit industriel. Et ça va commencer à dessiner doucement, doucement. L'idée va se concrétiser jusqu'à les amener à une période de test. Un long chemin. Un long chemin, effectivement, démarre à partir de là. Donc c'est important de l'écrire, son idée. Exactement. En fait, pour compléter ce que dit Laurence, je pense que c'est hyper évident dans la tête des innovateurs en quoi ça consiste, d'où elle est venue, qu'est-ce que ça va apporter, comment ça va fonctionner. Et je pense qu'on peut les aider et les appuyer pour leur faire sortir tout ça de leur tête et d'écrire tout ça sur une fiche de la manière la plus simple possible, la plus compréhensible possible aussi, oui. Parce qu'on voit énormément d'idées chaque année et c'est vrai que parfois on tombe sur des termes métiers, compréhensibles pour les personnes qui sont dans le domaine, mais vu de l'extérieur, des fois, même nous-mêmes, même si ça fait quelques années qu'on travaille chez GRDF, on ne comprend pas toujours tout de suite. Ouais, ça on y reviendra plus tard. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'on peut les aider justement à sortir tout ça de leur tête et à le définir de manière très claire. Très bien. Alors, une fois qu'on a choisi son idée, il faut aussi en définir son potentiel, j'ai envie de dire son périmètre d'action. Est-ce que mon idée peut être autant utile pour moi, qui la porte, bien sûr, pour mes collègues en agence ou encore pour des collègues dans d'autres régions? François-Xavier, en fait, il faut définir son périmètre d'action.
Oui, en tout cas, c'est l'une des premières actions qu'on réalise avec l'ensemble des innovateurs qu'on a la chance d'accompagner. C'est vraiment définir finalement quelle est la problématique, quelle est la solution, quelle est la cible de l'expérimentation, parce que potentiellement, on peut faire une première expérimentation sur un périmètre plus restreint pour aller chercher des résultats plus rapides et vérifier finalement si c'est une bonne idée ou pas, et avant de la généraliser ou de voir le potentiel pour la généraliser. Est-ce que plus le périmètre est large, et plus l'idée a du potentiel? Pas forcément. Pas forcément. En fait, il faut savoir ce que votre idée va apporter à vous, mais aussi aux collègues, on peut dire ça. Ça sera plus facile aussi pour la vendre et pour l'expliquer, cette idée. Tout à fait, je vous rejoins. Et effectivement, il faut connaître le bénéfice de cette idée et à qui elle va apporter un plus, une valeur ajoutée. Et ça, il faut le définir assez rapidement. Et après, il faut adapter pour pouvoir la promouvoir. Il faut déjà bien la connaître. Je te rejoins aussi, François-Xavier, quand on dit qu'il faut savoir la décrire avec des mots simples, parce qu'on va peut-être toucher un autre public qui ne sera pas forcément, qui n'aura pas notre jargon. Donc, il faut être simple et la promouvoir, la décrire le mieux possible, pour pouvoir la porter en dehors de son service ou de son entité. Oui, finalement, passer par l'écrit, ça permet aussi de se poser des questions et de se dire « Ah oui, d'accord, voilà, c'est compliqué, je ne comprends pas bien, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ?» Il faut donc passer par l'écrit, on est d'accord. Oui, à un moment donné, il faut quand même décrire son idée et puis prendre le temps finalement d'aller chercher toutes les informations auxquelles on n'a pas pu penser et encore une fois, aller chercher... ce qui est de plus en plus important aujourd'hui, je pense, l'ensemble de la valeur que ça peut créer, et pas se focaliser uniquement sur les éléments qui sont les plus évidents et qui nous viennent en tête tout de suite, mais creuser un peu plus pour faire le lien avec le projet d'entreprise, avec, encore une fois, les autres critères qu'on a pu identifier chez nous. Très bien. Bon, François-Xavier, Laurence, une fois qu'on a fait ce travail préparatoire, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes salariés d'une entreprise. Vous l'avez un tout petit peu abordé avant. Une entreprise avec ses enjeux, avec ses défis. Le projet d'entreprise, il a un nom, il s'appelle Mission Décarbonation. Tout le monde le connaît, ce projet. Pour qu'une idée gagne le cœur du jury, pour qu'elle soit valorisée et qu'elle séduise finalement le jury, le public, il faut obligatoirement qu'elle puisse répondre aux enjeux de Mission Décarbonation. On est d'accord, Laurence? Tout à fait, et il faut que l'idée puisse... entraîner des actions durables dans le temps aussi, c'est hyper important, puisque une fois qu'on a ce sujet-là dans la tête, décarboner, c'est pour une longue période. Ça doit être une idée qui nous accompagne à long terme sur des pratiques dans ce sens. Mission décarbonation, François-Xavier, il faut toujours l'avoir dans sa tête. Exactement. Oui, exactement, oui, on le cherche à chaque fois qu'on regarde les idées qu'on identifie sur chacun des scans qu'on peut être amené à réaliser. On cherche systématiquement finalement le lien qui existe avec le projet d'entreprise et voir si ça adhère ou pas à cette mission. Bon alors justement, comment on fait pour être sûr que son idée, elle est en adéquation avec ce projet d'entreprise? Est-ce qu'on a un site internet? Comment on fait en fait? Alors oui, on a un site internet, on a notre plateforme Kios, où on va pouvoir d'ailleurs consulter un petit peu tout ce qui est mentionné, parce que tous les utilisateurs de Kios ont la possibilité de déposer des idées, donc il faut s'autoriser à aller consulter un peu les idées des autres, parce qu'elles peuvent être aussi très ressemblantes à la nôtre, donc pas hésiter non plus à se mettre en contact avec ces innovateurs qui ont partagé à peu près la même idée, parce que je pense que de travailler ensemble, on peut aboutir sur quelque chose de fini. Donc il ne faut surtout pas hésiter d'aller consulter, regarder, partager. C'est un travail de collaboration de toute façon. Et finalement, de collaboration, est-ce que c'est une bonne idée d'en parler à ses collègues, à son manager? Tout à fait, c'est une bonne idée de partager ces idées, parce qu'une idée apporte aussi une autre idée, et ça vient compléter peut-être le processus de son idée, améliorer le produit ou l'application qu'on a envie de développer.
Et c'est en échangeant que tout ça est possible. Si je peux juste préciser un dernier point, c'est vrai que je pense que le rôle des fabriques, c'est aussi de venir appuyer et accompagner chacun des innovateurs. On n'est pas là pour leur prendre ou leur piquer leur idée, au contraire, on est vraiment là pour les soulager au maximum, les appuyer au maximum pour concrétiser l'idée le plus vite possible et lui donner vie, quoi. Oui, voilà. il faut discuter de cette idée, il faut échanger pour l'améliorer. Et puis aussi, ça, en échangeant, en discutant, ça nous permet de voir si elle répond bien aux enjeux de l'entreprise et de mission décarbonation, on est d'accord. Exactement. Et c'est vrai que depuis le 1er juillet, en plus, j'en profite pour faire un peu de com, la fabrique numérique devient aussi le point, enfin en tout cas l'interlocuteur, pour réceptionner l'ensemble des innovations numériques qui pourraient être accompagnées par la DSI, en tout cas pour toutes celles qui concernent le numérique. Et on se chargera ensuite d'accompagner les innovateurs du mieux possible en fonction de la thématique, soit pour un développement qui souhaiterait réaliser de son côté avec l'appui de mes collègues, en tout cas de ma collègue référente SI locale, ou de mes autres collègues de la DSI pour concrétiser encore une fois l'idée et lui donner son maximum. Bon, alors on résume, n'hésitez pas à en parler. Allez, je vous propose qu'on avance. Merci pour vos réponses. On passe tout de suite au deuxième point de notre webinaire. Alors, une fois votre innovation réfléchie, il est temps de passer au concret pour concourir au sein de ce festival Qui ose. Et une bonne innovation, ça passe forcément, Laurence, par un dossier solide. Et donc, il est primordial de bien structurer sa fiche sur la plateforme Qui ose. On la voit d'ailleurs dans les écrans, cette plateforme. Tout à fait. Il faut que l'idée soit immaturée, c'est-à-dire qu'elle a été déjà pensée, écrite, réfléchie. On doit pouvoir avoir un produit presque fini. On doit connaître les attendus, le bénéfice et les résultats qui pourraient être obtenus de cette idée. C'est essentiel. Donc, il faut vraiment la maturer. Alors, c'est quoi la première chose auquel il faut faire très, très attention lorsqu'on arrive sur cette plateforme, lorsqu'on va déposer sa fiche ? Ce qui est très important, c'est que le descriptif de cette fiche soit clair. Donc, là encore, on va parler de vocabulaire, c'est-à-dire qu'il va falloir adapter un vocabulaire clair, des phrases courtes. Et il faut aussi s'intéresser à l'accroche. Donc un titre qui va valoriser la problématique ou la solution à la problématique. Tout ceci, il faut que ça soit pensé et vraiment bien utilisé dans la fiche. Ne pas hésiter aussi à mettre des vidéos, des fichiers, des images qui vont aussi permettre de s'approprier l'idée. François-Xavier, est-ce qu'il y a des petites subtilités à faire attention sur cette plateforme ? Je dirais qu'il faut aussi se garder en tête que le jury est amené à lire des dizaines de dossiers dans la journée, voire d'écouter différents pitchs dans la journée, et du coup, être le plus clair possible, encore une fois, en évitant le jargon, les abréviations, tous les éléments qui pourraient manquer de précision, ou en tout cas manquer de clarté pour la personne qui va être en train d'analyser son dossier juste après. Je pense d'ailleurs que justement quand on écrit, quand on fabrique cette fiche, il faut aussi pouvoir répondre à des questions comme pourquoi j'ai cette idée, pour qui j'ai cette idée. On est d'accord ? Bien sûr. Il faut raconter l'histoire de l'idée en fait. D'où elle est venue, en me promenant ou en réalisant un chantier, j'ai constaté ça. Tiens, ici je crée tel produit pour pouvoir remédier à ça. Il faut savoir raconter l'idée et l'histoire de l'idée. Je pense que c'est essentiel pour amener du sens aux gens qui nous écoutent et qui nous lisent. Finalement, oui, il faut répondre à ces questions essentielles, on est d'accord. Aux questions qui sont présentes sur la fiche Qui ose aujourd'hui, donc la description, les bénéfices, la cible visée, et puis encore une fois la valeur créée pour l'entreprise. Alors je pourrais même ajouter un petit tips journalistique. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 W. Oui, parce que je vous en ai parlé un petit peu avant ou c'est ça ? Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, moi, je vous en parle tout de suite. Et pour cela, je passe en cuisine. C'est parti. Salut les gazières, salut les gaziers. On se retrouve dans ma cuisine pour un petit tuto qui devrait vous aider à construire votre dossier innovation à l'écrit. Ok, alors je vais être très clair. Pour faire la diff à l'écrit,
il faut faire le tri pour dégager l'essentiel. Et vu que je suis un tout petit peu journaliste quand même, voici un tips du métier. Ça s'appelle la règle des 5 W. Les 5 W, c'est une règle fondamentale en presse écrite. 5 W pour what, why, who, when, where. Ok, j'en ai peut-être perdu quelques-uns avec l'anglais, on va repasser en français. Les 5 W en French, c'est quoi, pourquoi, qui, où et quand. Ça permet d'écrire un article clair de manière synthétique en reprenant uniquement les infos essentielles. Bref, on ne tourne pas autour du pot. Et d'ailleurs, pour vous montrer que c'est super important de répondre à ces questions-là, eh bien on vous a préparé une petite recette de mocktail. C'est parti pour la Virgin Colada aux 5 W. Allez, on commence tout de suite avec le quoi. Le quoi, c'est notre jus d'ananas aujourd'hui. C'est en quoi consiste l'action racontée. Votre idée finalement. On enchaîne avec le lait de coco ou le pourquoi. Le pourquoi vous avez eu cette idée, c'est important de le savoir. Ça vous permet à ce moment-là de vous appuyer sur votre expérience personnelle pour convaincre. Et il n'y a rien de mieux que le vécu. On ajoute notre lait de coco. Puis les citrons verts. Aujourd'hui, les citrons verts, c'est le qui. Qui est concerné par cette innovation? Plus simplement, la cible. Si c'est un outil de chantier, alors il concerne plutôt les techniciens sur le terrain. Mais ça, il faut le préciser. Le où. Le où, c'est notre sirop de canne. Il rebondit au qui juste avant. C'est où votre innovation va-t-elle être utile? En AI, dans les bureaux, sur le terrain. Enfin, le quand. Le quand, c'est les glaçons. Les glaçons, c'est super important. C'est quand votre innovation va-t-elle être utile? Hop là! Bon, vous avez apprécié les 5 W? Eh bien en France, vu qu'on est un peu gourmand, on peut même rajouter le comment et le combien. Donc le comment on la met en place et combien ça coûte cette innovation. En réalité, à l'écrit, vous avez plein de questions à vous poser. Et ensuite, on dresse. Voilà. Et la petite rondelle de citron pour faire bien. Et voilà, bon maintenant c'est à vous de jouer et à moi de goûter cette petite beauté. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ma recette? Bah écoute, je pense que tu peux t'améliorer. Ça commence très très bien. Je me suis dit que ça allait un petit peu vous détendre en fait, cette recette. Oui, véritablement. Bon allez, on enchaîne et on passe tout de suite au deuxième sous-thème de notre chapitre. Il traite de l'accompagnement. Alors, comme dans tout projet, on ne peut pas vraiment se frayer un chemin sans aide. Et c'est important donc de discuter, d'échanger. Par qui nos innovateurs peuvent-ils se faire aider, Laurence? Déjà, la première chose, c'est les fabriques, la fabrique numérique et la fabrique industrielle, puisqu'on va aider l'innovateur à formaliser cette idée et pouvoir échanger avec lui sur le cahier des charges, j'en parlais tout à l'heure, pour pouvoir, là également, lui sortir un produit test, que ça soit en numérique comme en industriel, un prototype qui va l'amener à tester le matériel et à voir si l'idée est viable ou pas. Est-ce qu'il y a aussi... je vous en prie, François-Xavier. Non, mais exactement, je rejoins complètement ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment là pour les accompagner, pour les aider à extraire toutes les informations qu'on a évoquées juste avant et compléter au maximum la fiche Kioz. Voilà. On a aussi les relais innovateurs. Les relais innovateurs jouent un rôle aussi très important puisqu'ils vont aussi les aider à formaliser cette idée. Ce sont les correspondants innovation? C'est les correspondants innovation, tout à fait. Alors justement, ces correspondants innovation, quel est le découpage? Ils sont dans toutes les régions. Comment ça se passe, François-Xavier? On a un correspondant innovation par région et puis ensuite un ensemble de référents par région, enfin qui sont présents aussi dans les régions, qui sont au plus près des collègues pour accompagner chacun des salariés qui souhaitent du coup faire avancer son idée à travers Kioz. Et comment on peut les trouver finalement? Parce que, ok, ils sont un peu partout sur le territoire, oui, mais on peut les contacter. Comment ça marche? Alors, on peut retrouver les correspondants innovation sur le SharePoint de l'innovation, donc Kioz, dans lequel on retrouve un trombinoscope avec l'ensemble des personnes qui font partie de ce réseau-là, plus les correspondants de l'équipe Drive qui sont présents aussi. Et puis après, au sein de chacune des régions, il y a aussi les différents annuaires qui sont présents et sur lesquels on peut retrouver les collègues les plus proches, en tout cas, qui sont présents sur le terrain. Et puis je suppose que les managers, ils ont aussi les contacts. Tout à fait. Ils sont identifiés et on a connaissance très souvent de qui est le correspondant relais
sur la région. Et alors ce correspondant innovation, est-ce qu'il a une spécificité métier? Parce que vous représentez la fabrique industrielle et la fabrique numérique. Est-ce que ce correspondant, il peut répondre à toutes les attentes? Moi, je dirais que oui, oui, tout à fait, puisqu'il est quand même au sein d'un système aussi, hein, d'une entité, et il va pouvoir répondre, et s'il ne le pouvait pas, il a lui aussi son réseau qui lui permettrait d'aller prendre l'information et d'apporter un élément de réponse au salarié qui a justement une idée à concrétiser. D'accord. Alors on en a un tout petit peu parlé juste avant. C'est aussi le rôle des fabriques de venir en aide à nos innovateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, notamment la fabrique industrielle? En fait, c'est quoi la fabrique industrielle? Ben, la fabrique industrielle, c'est un endroit privilégié. J'appelle ça un endroit privilégié puisque c'est l'endroit où les salariés vont pouvoir se réunir et pouvoir échanger sur cette idée et pouvoir également le visualiser très rapidement. Puisqu'on va travailler sur un prototypage, on va étudier la matière, on va étudier la densité, pas mal de termes, je dirais, techniques. Et très souvent, les salariés se font une joie de voir l'idée réalisée, puisque vous avez un objet dans les mains. Donc, c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Et à partir de là, on va pouvoir tester ce prototype. On aura des retours. L'idéal, c'est effectivement étudier ces retours, ce test, cette période de test, pour pouvoir, là encore, à la fabrique industrielle, améliorer le prototype, lui donner une autre forme, apporter des modifications qui répondent à la sécurité, par exemple. Donc tout ça, c'est possible à la fabrique industrielle et c'est possible donc à GRDF. Et vous, à la fabrique numérique, comment ça se passe? Là, on ne fabrique pas d'objets finalement. On ne fabrique pas d'objets. Du coup, en fait, on a un processus qui existe depuis maintenant bientôt 10 ans. Concrètement, la première étape, c'est d'aller vérifier si ce n'est pas quelque chose qui existe déjà chez GRDF, parce qu'il y a énormément de choses et on a parfois de la méconnaissance. Donc la première étape, c'est vraiment vérifier est-ce que ça existe ou pas, est-ce que c'est déjà prévu ou pas chez GRDF. Et ensuite, on rentre vraiment dans le processus d'accompagnement pour développer l'idée, si elle est validée. Donc, la première étape, c'est vraiment creuser l'idée, la challenger, la compléter, connaître les futurs utilisateurs, le contexte dans lequel on va aller tester cette innovation pour concevoir la meilleure application possible. Et puis après, soit on la développe au sein de l'équipe, soit on la développe avec des partenaires externes. Ça peut être des startups, des partenaires, des écoles, enfin tout type d'acteurs qui font partie de notre écosystème. Et le challenge qu'on se donne, en tout cas, c'est de sortir ce prototype le plus vite possible pour ensuite aller le tester sur le terrain et en faire un bilan au bout de 3-6 mois pour voir si finalement la valeur qu'on comptait trouver au départ, elle est confirmée ou pas, et voire elle est complétée encore. Et si finalement c'est quelque chose qu'on devrait généraliser à tout GRDF, ou si on s'arrête au stade du test parce que finalement on n'a pas obtenu les résultats qu'on imaginait. Donc voilà, deux fabriques qui finalement ont chacun leur spécificité. Alors on avance, un bon dossier, c'est également un dossier efficace. Et un dossier efficace, c'est un dossier qui évite les abréviations. Je sais que dans certains métiers, c'est compliqué. Moi qui suis souvent sur le terrain pour l'actu, je rencontre plein de gazières et de gaziers passionnés par leur boulot. Donc ça, c'est super. Mais parfois, ils me donnent des abréviations, je ne comprends rien du tout. On évite les abréviations. Et là, je me tourne vers François-Xavier parce que j'ai l'impression que ça, c'est aussi votre domaine. Oui, sur certaines idées qui nous sont proposées ou remontées, donc c'est vraiment numériser, digitaliser parfois des choses qui existent sur le terrain et qu'on aimerait simplifier ou améliorer pour gagner du temps, pour simplifier les échanges aussi entre les collègues. Et on se retrouve avec des descriptions, avec pas mal d'abréviations, pas mal de termes techniques. Et du coup, parfois, on peut passer à côté d'une super idée parce qu'on ne l'a pas compris sur le moment ou parce qu'on s'est dit on n'est pas sûr que ça puisse vraiment s'appliquer chez nous. Donc c'est là où ça peut être dommage. Donc, vraiment, le message à faire passer, c'est simplifier au maximum et essayer d'être le plus clair possible pour tout type de public. Laurence, la solution, c'est peut-être de se faire relire par des proches? Tout à fait. Il est je dirais, très intéressant de se faire relire par les proches ou par les collègues, puisque c'est eux qui vont vous dire là, je ne comprends pas, là, il faudrait que tu puisses définir le terme technique ou la définition, en tous les cas, puisque c'est vrai qu'aussi dans nos métiers, on a des
des mots techniques qui ne sont pas parlants à des non-experts. Donc, rajouter la définition. Et je pense que oui, c'est hyper important d'être clair et d'être compris. Voilà, donc je vous en prie, on évite les abréviations. Allez, on passe tout de suite au dernier sous-thème de notre chapitre, c'est l'histoire de l'idée. Alors ça, c'est un point qui est tout aussi important que les autres abordés précédemment. En fait, une bonne idée, ça repose aussi sur un bon storytelling. Alors j'ai dit, il faut faire attention aux abréviations. Storytelling, c'est un terme, désolé, je vais l'expliquer, c'est un terme qui est employé dans le milieu journalistique ou dans le milieu de la communication. Le storytelling, en fait, c'est savoir raconter la genèse d'un projet. Et un bon storytelling, là je me tourne vers Laurence parce que vous aviez commencé à aborder ce point, ça repose sur son histoire personnelle. Tout à fait, c'est son histoire personnelle. On a rencontré, lors d'une expérience professionnelle, que ça soit en numérique ou sur le terrain, une problématique et on se dit, tiens, pourquoi pas? Donc c'est savoir la raconter, d'où elle est arrivée, comment on l'envisage, la solution qu'on envisage. Si j'avais tel produit ou tel matériel ou telle application, je pourrais résoudre tel ou tel problème que je rencontre aujourd'hui. Et puis dire, cette idée, tiens, elle pourrait être aussi intéressante pour mon copain qui travaille dans tel service. Et puis pourquoi pas, elle pourrait aussi être intéressante à l'externe, parce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser une autre entreprise, un autre prestataire. Donc les petites touches personnelles, François-Xavier, ça aide le jury aussi à s'identifier, je suppose. Et à mieux comprendre finalement d'où vient l'idée, la solution qu'elle apporte encore une fois à l'entreprise, aux collègues. Ça nous permet vraiment de plonger dedans, de se mettre à la place de l'innovateur pour s'emparer de son idée et puis se dire de quelle façon on va pouvoir la mettre en œuvre et comment est-ce qu'elle va s'illustrer sur le terrain. Allez, on enchaîne avec le troisième thème de la journée. Comment mettre en avant son innovation? Eh bien, ça passe d'abord par faire mûrir son idée. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons mettre l'accent sur 5 critères qui vont vous permettre de faire la différence. Et je propose qu'on commence avec ce premier critère. Le premier critère, c'est la maturité de l'innovation. Alors, une innovation mature, c'est une innovation qui a été testée, expérimentée. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Allez, on enchaîne avec le deuxième critère, c'est le gain impactant. Alors, on ne va pas oublier, nous sommes dans un environnement, dans une entreprise. Une innovation qui va apporter un gain significatif à l'entreprise et à ses collègues, elle va forcément être plus valorisée. François-Xavier, ce gain significatif, ce gain impactant, c'est quoi? Alors concrètement, je pense que notre rôle, c'est aussi d'aider les innovateurs à préparer ce bilan, à aller chercher un maximum de retours auprès des personnes qui l'ont testé, auprès des testeurs, pour essayer de récupérer à la fois des retours qualitatifs, donc ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié, ce qu'il faudrait améliorer, comme l'a dit Laurence, mais aussi un maximum de chiffres qu'on pourrait récupérer. Alors c'est peut-être plus facile sur le côté numérique, parce qu'on a plus d'éléments à récupérer sur le nombre d'utilisations, le fait que l'utilisateur soit revenu ou pas, ou est-ce qu'il s'est arrêté en cours de chemin. C'est tous ces éléments-là qu'on va pouvoir récupérer pour construire le bilan le plus complet possible. Et ce gain impactant, c'est aussi la valeur ajoutée que notre innovation va apporter, l'économie de temps, le gain financier. Exactement, c'est ce qu'on disait au début du webinaire. Donc, on a maintenant une grille avec une dizaine de critères qui a été posée. Et au-delà du côté financier qu'on va aider à calculer, des coûts évités, du temps gagné, il y a aussi tous les autres aspects, notamment l'image de marque de GRDF potentiellement, le lien avec le projet d'entreprise encore une fois, et tout ce qu'il y a autour. Allez, notre troisième critère, c'est la mesurabilité de l'innovation. Alors, comment on calcule cet impact, Laurence? Alors, ça revient un petit peu à ce que tu disais, François-Xavier. Elle doit pouvoir être mesurée et on a des indicateurs dits de performance. Donc, dans la performance, on a la sécurité, on a le gain financier. On a différents critères, la performance, on le disait tout à l'heure, sur la décarbonation, qui est un gros enjeu. Donc, ces indicateurs, ils sont là et on va pouvoir, une fois le produit testé, vérifier où on en est sur ces items qui sont fondamentaux.
Et le quatrième critère, il ne faut pas l'oublier, c'est la réplicabilité de l'innovation. Alors, je me tourne encore vers vous, Laurence. Une innovation, en fait, pour qu'elle fonctionne et qu'elle soit généralisée, elle doit être applicable à toutes les échelles, partout sur le territoire? Alors, peut-être pas partout sur le territoire, mais en tous les cas, elle doit permettre d'être utilisée dans d'autres services, d'autres métiers. Et je le disais encore là tout à l'heure, pourquoi pas à l'externe? C'est vrai que c'est une idée qu'il faut regarder avec, faire tomber les frontières et se dire, cette idée, elle peut vraiment apporter une valeur ajoutée au métier de François-Xavier, par exemple, au métier de Laurence Beretta, au métier du directoire, du client aussi, parce qu'on a un peu oublié le client dans tout ça. Voilà, on doit réfléchir dans ce sens, en tous les cas. Et on termine avec notre cinquième critère, c'est le potentiel externe. Alors là, vous avez commencé à l'aborder juste avant. Une bonne innovation, c'est aussi une innovation qui peut être vendue à l'externe. Exactement. Une innovation qui a fait ses preuves, c'est une innovation qui va intéresser, et c'est d'ailleurs, ça a été le cas pour notre clé démultipliée. Nous avons effectivement des contacts avec l'externe et avec d'autres entreprises. François-Xavier, est-ce que vous avez un exemple, comme la clé démultipliée, d'une autre innovation qui a été vendue à l'externe? Alors pas vendue, par contre on a eu des contacts avec d'autres entreprises qui étaient intéressées par différents prototypes qu'on a pu développer et tester sur le terrain, qui ont fonctionné, notamment autour du post-biométhane. Voilà, à voir si ça peut être concrétisé par la suite ou pas. Donc vraiment, c'est un élément supplémentaire. Ça permet de casser des barrières, ce critère numéro 5. Ça permet en tout cas de montrer encore plus la force de son innovation parce qu'elle a montré son potentiel en interne et montré encore plus sa valeur à l'externe et contribuer en tout cas à l'image de GRDF à l'extérieur. Merci beaucoup pour vos réponses. Il est temps de passer à la conclusion de notre webinaire. Donc pour terminer cette émission, nous allons faire un rapide récap sur les différents éléments abordés ensemble. Bon, alors une bonne innovation, ça passe d'abord par une idée structurée et réfléchie. Il faut se poser des questions. Que peut apporter votre idée? Pour vous-même, pour vos collègues, comment elle peut améliorer le quotidien au sein de l'entreprise? Et enfin, elle doit répondre aux enjeux de l'entreprise, aux projets d'entreprise, mission, décarbonation. Une idée structurée doit ensuite se transformer en un dossier captivant et un dossier performant sur la plateforme Kios. Et attention, un bon dossier, on l'a dit, c'est un dossier donc captivant qui répond à des questions essentielles et surtout avec des petites touches personnelles. Ça, on n'oublie pas, bien sûr, le personnel, votre histoire. N'hésitez pas non plus à vous faire aider par vos managers, par vos collègues ou aussi par les fabriques. Et surtout, il ne faut pas oublier nos 5 critères que nous venons juste d'aborder. Bon, François-Xavier, Laurence, je pense qu'on a été assez clair. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la route? Ne cessez jamais d'innover. Déposez vos idées sur la plateforme. Bon, j'ai envie de dire collaborateurs, innovateurs, maintenant, c'est à vous de jouer. Faites-nous rêver.